Donc, voilà, donc pour les retardataires, je m'appelle Laura, je suis interne en dermatologie et à la modération, il y aura Alexandre, interne en chirurgie plastique, donc vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Donc aujourd'hui, c'est un live sur la dermatologie et l'infectiologie cutanée. Donc je vais d'abord vous parler des sources qu'on a utilisées pour réaliser ce live, ensuite des infections bactériennes, virales, mycotiques, parasitaires et on terminera par un quiz et un écosse. Donc, au niveau des sources, évidemment, le collège de dermatologie et le livre Hippocampus, adapté à la RDC et aux EDN, la dermatologie facile aux EDN, le collège de pédiatrie, d'orthopédie et le pilier étudiant dernière version, et la Société française de dermatologie. Je me suis également basée sur l'HAS, la dernière recommandation sur la prise en charge des infections cutanées bactériennes courantes. Donc, on va commencer par les infections bactériennes avec l'impétigo. L'impétigo, c'est une infection de l'épiderme due à Staphylococcus aureus dans plus de 90% des cas en France ou Streptococcus pyogenes qui va être plutôt vu dans les pays émergents. La contagiosité, elle est très importante. On peut voir des épidémies intrafamiliales ou dans les collectivités. On considère que c'est une forme grave d'impétigo s'il y a plus de 6 lésions, s'il y a une atteinte supérieure à 2% de la surface cutanée, une extension rapide, un ecthyme. Chez l'enfant, on a cette atteinte classique péribuccale avec les croûtes mélycériques. Donc l'impétigo, c'est un diagnostic qui va être clinique. Typiquement, il y a une absence de fièvre, on n'a pas d'altération intergénérale, on peut avoir une adénopathie dans la zone de drainage. La lésion élémentaire, ça va être cette vésicule ou une bulle fragile qui va évoluer vers cette érosion croûteuse mélycérique. Le diagnostic ne nécessite pas d'examen complémentaire si la forme est localisée. On va effectuer un prélèvement bactériologique en cas de forme grave. Il y a différentes formes cliniques d'impétigo. On peut observer des formes disséminées chez le nouveau-né et les nourrissons. L'impétigo bulleux et l'impétiginisation. L'impétiginisation, ça va être un impétigo qui va surinfecter une dermatose sous-jacente, comme une varicelle, un eczéma, une dermatite atopique. On a aussi l'ectyma, c'est un impétigo creusant. Ça va surtout se voir dans les populations défavorisées. C'est une ulcération dermique due au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Les complications de l'impétigo, elles sont exceptionnelles. On va avoir le rhumatisme articulaire aigu et la glomérulonéphrite post-streptococcique. Le traitement de l'impétigo, ça va être des soins locaux quotidiens ou biquotidiens. C'est un lavage à l'eau et au savon et un rinçage soigneux. C'est vraiment ça la clé du traitement. Il n'y a pas d'antiseptique local, donc on ne met pas de traitement antiseptique. Et pour l'impétigo localisé, on va utiliser la mupirocine 2 à 3 fois par jour pendant 5 jours. En cas de forme grave d'impétigo, donc celle qu'on a vue, plus de 6 lésions, supérieure à 2% de la surface cutanée, on va mettre une antibiothérapie orale pendant 7 jours. Chez l'enfant, ça va être l'amoxicilline aciclavir et chez l'adulte, la présinamycine. On ne rajoute pas une antibiothérapie locale à une antibiothérapie systémique, ce n'est pas utile. Ensuite, on va parler de la folliculite superficielle. C'est une infection du follicule pilosébacé à Staphylococcus aureus. La lésion élémentaire, c'est un pustule centré par un poil, comme vous voyez ici, avec un érythème périfolliculaire. On a différentes formes de folliculite. On a la folliculite de la barbe, ça va être on appelle ça le psychosis. La folliculite du cil, c'est l'orgelé. Le diagnostic différentiel de la folliculite superficielle, ça va être des pseudofolliculites qui sont d'étiologie non infectieuse comme la maladie de Behçet, la maladie de Crohn ou la folliculite eosinophile et les autres folliculites infectieuses comme les folliculites à bacilles gram-négatifs. Le furoncle, c'est une infection profonde et nécrosante du follicule pilosébacé qui a pour origine Staphylococcus aureus. Si le furoncle il est isolé, on n'effectue pas de prélèvement, on incise l'extrémité pour évacuer le bourbillon. Si le furoncle il est compliqué, par exemple c'est un conglomérat de furoncle qu'on appelle anthrax, on va faire un prélèvement bactériologique du pus et on va mettre une antibiothérapie per-os pendant 5 jours, c'est la présinamycine ou la clindamycine. Les diagnostics différentiels, ça va être le kyste épidermique surinfecté ou inflammatoire et l'hydradénite suppurée, qu'on appelle aussi la maladie de Verneuil, qui est une des infections du follicule pilosébacé dans les zones où il y a beaucoup de glandes apocrines, comme par exemple les aisselles, les creux inguinaux. Ensuite, le panari, donc à bien connaître aussi parce que c'est fréquent, c'est une infection du repli inguinal. Les traitements, c'est simplement des antibiotiques locaux. On utilise l'antibiothérapie antistaphylococcique que s'il y a une résistance ou une complication. Et si la collection elle est purulente, le traitement elle est chirurgical, ça va être une incision et un drainage.
L'abcès des parties molles, c'est une collection de pus due au staphylocoque. Ça va être un nodule douloureux ou une plaque érythémateuse et inflammatoire. La douleur, elle est intense et la consistance, ça va être molle et fluctuant. La fièvre, elle est souvent absente. On peut parfois observer une lymphangite. Le prélèvement bactériologique dans l'abcès, il est obligatoire et le traitement, ça va être l'incision et le drainage avec une antibiothérapie Perros pendant 5 jours. On utilise principalement la clindamycine. La lymphangite, elle est due à Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes. Ça va être une longue traînée inflammatoire, érythémateuse qui est sensible à la palpation. On peut avoir une fièvre, mais on n'a pas d'altération intergénérale. On peut retrouver des adénopathies satellites dans la zone de drainage. Au niveau du traitement, ça va être une antibiothérapie adaptée au prélèvement bactériologique. Ensuite, on va parler de l'érysipèle, qui est aussi appelée la dermoépidermite bactérienne non nécrosante. C'est vraiment une pathologie des infections bactériennes à bien connaître parce que c'est facile de causer ça en DP. Donc, c'est une grosse jambe rouge aiguë fébrile unilatérale. Comme on voit ici, le monsieur, il a un érysipèle sur sa jambe droite. L'étiologie, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Il faut absolument rechercher une porte d'entrée qu'on va retrouver dans 2 tiers des cas. Donc ici, la porte d'entrée, c'était cette plaie au niveau de la face médiane du membre inférieur. Les facteurs favorisants de l'érysipèle, c'est l'insuffisance veineuse ou lymphatique, l'obésité, l'intertrigo interorteil, donc toujours à rechercher et à traiter, un ulcère ou une autre plaie et un antécédent d'érysipèle. Donc l'érysipèle, ça va vraiment être un travail brutal. On va avoir une fièvre élevée jusqu'à 39-40 degrés avec des frissons. C'est une plaque érythémato-œdémateuse qui va être douloureuse à la palpation. Vraiment, le malade, il a mal, ça le gêne. Il peut avoir des adénopathies inflammatoires homolatérales dans la zone de drainage. Parfois, on observe des décollements bulleux superficiels. Ça ne veut pas dire que c'est une dermohypodermite bactérienne nécrosante, mais il ne faut pas qu'il soit trop étendu. Le diagnostic, il est clinique. On n'a pas besoin d'examen complémentaire si le patient n'a pas de comorbidité. Les complications de la dermohypodermite bactérienne non nécrosante, ça va être l'abcès, la septicémie et la récidive dans 20 à 30% des cas. Ce n'est pas négligeable. Le traitement à bien connaître, c'est l'amoxicilline 7 jours en première intention. Il faut également que vous connaissiez le traitement de deuxième ligne, notamment en cas d'allergie aux pénicillines, c'est la clindamycine ou la précinamycine. Il faut évidemment contre-indiquer tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes qui pourraient aggraver la lésion. Donc le penchant nécrosant, ça va être la facile nécrosante, c'est une dermoépidermite bactérienne nécrosante c'est un tableau d'érysipèle, mais avec un retentissement général majeur. Les étiologies, ça va être le Streptococcus pyogenes, mais c'est souvent polymicrobien. Les facteurs de risque de facile nécrosante, ça va être l'âge élevé, la toxicomanie intraveineuse, le diabète, l'obésité, mais aussi la malnutrition, l'immunodépression, l'artérite oblitéran des membres inférieurs, mais aussi l'insuffisance veineuse. Donc, facile nécrosante, le tableau clinique, il est vraiment similaire à l'érysipèle, mais il y a des signes cliniques qui doivent vous faire l'évoquer. C'est les signes de sepsis, une douleur qui est résistante aux antalgiques, y compris la morphine, une induration qui va excessive, une extension rapide des lésions. Donc, c'est pour ça qu'il faudra délimiter les lésions pour savoir si c'est pas avec extension rapide ce qui vous passerait le diagnostic dans facile nécrosante et non plus simple érysipèle. On peut avoir des placards de nécrose, une hyposthésie et une anesthésie. Donc, il faut toujours faire le test du pic-touche quand on voit un érysipèle. On peut avoir des crépitances s'il y a des bactéries anaérobies, donc c'est pas toujours le cas, même si c'est une facite nécrosante. Le diagnostic, il est clinique. Aucun examen ne doit retarder la prise en charge médico-chirurgicale, donc on ne fait pas de scanner. La mortalité, elle est de 30%, donc c'est quand même très élevé. Donc le traitement, il est à connaître. C'est une antibiothérapie probabiliste en urgence et parage-lavage au bloc opératoire. On a des formes particulières de facine nécrosante, ça va être la gangrène de Fournier au niveau du pelvis et la staphylococcie maligne de la face qui peut engager le pronostic vital avec une thrombose du sinus caverneux. Ensuite, on va passer aux infections virales. Donc, l'herpès cutanéo-muqueux, c'est un virus à ADN. Je vais vous faire un petit récapitulatif des virus à ADN tout à l'heure. Donc, la contamination, elle se fait par contact direct cutanéo-muqueux avec un sujet qui excrète du virus. Donc, la contamination, elle est favorisée par les altérations du revêtement épithélial, comme une plaie, les menstruations pour HSV2. Donc, justement, HSV1, donc herpès simplex du type 1, on va surtout le retrouver au niveau de la sphère ORL. Et HSV2, ça va plutôt être au niveau de la sphère génitale, mais on peut observer l'inverse. La prévention-infection, c'est à bien retenir, elle est asymptomatique dans 80% des cas. Et la réactivation, elle est symptomatique dans 20% des cas. La lésion élémentaire, c'est comme vous voyez ici, une petite vésicule qui va être regroupée en bouquet herpétique avec des contours polycycliques.
Donc voilà le petit récapitulatif des virus à ADN et ARN. Donc, je vous conseille, c'est d'apprendre les virus à ADN et après, le reste, c'est tous les autres. Donc, par exemple, les virus à ADN, c'est la famille des herpès viridés. On a les herpès simplex virus de type 1 et 2, le cytomégalovirus, le virus Epstein-Barr, le virus de la varicelle et du zona, HHV6, qui est la sixième maladie, l'exanthème subie qu'on voit chez l'enfant. HHV8, c'est le sarcome de Kaposi. Dans les virus à ADN, on a également le papillomavirus et le virus de l'hépatite B. Et dans les virus à ARN, il faut retenir que c'est tous les autres. Par exemple, le virus de l'hépatite A, C, D et E. Donc, on revient à notre herpès cutanéo-muqueux. Il y a de multiples formes, génitales, buccales, oculaires, nasales et viscérales. On a des facteurs de risque de récurrence qui peuvent être à peu près tous. Les infections, les UV, le froid, le stress, l'immunodépression, la chirurgie ou même le laser dans le territoire concerné. Donc, la forme classique d'herpès, c'est un diagnostic qui est clinique. On ne va pas effectuer de traitement local. C'est un traitement général selon les cas, non systématique. Il est instauré dans les 48 heures après la première poussée d'herpès. Sinon, ça ne sert à rien. L'érythème polymorphe post-herpétique, c'est un cas particulier qui est une réaction immunoallergique post-herpès qui survient dans les 5 à 15 jours post-infection. C'est des lésions cutanées papuleuses en cocarde de localisation acrale, souvent associées à une atteinte conjonctivo-orogénitale érosive. Ce n'est pas à traiter parce que c'est une réaction immunoallergique, donc on ne met pas de valacyclovir. Ensuite, on a cette forme typique à bien connaître que vous voyez sur cette image en bas à droite. C'est le syndrome de Kaposi-Juliusberg qui correspond à une surinfection herpétique de lésions dermatites atopiques. Ça peut très bien survenir sur un primo contact avec le virus ou sur une récurrence. La varicelle, c'est la primo-infection du virus varicelle zona. C'est la maladie éruptive la plus contagieuse et la séroprévalence atteint 90% des cas à l'âge adulte, sachant que la très grande majorité des contaminations va se faire entre l'âge de 1 et 4 ans. La varicelle de l'adulte, elle est grave parce qu'il y a un risque de mortalité élevé par pneumopathie. La lésion élémentaire, ça va être une vésicule ombiliquée, comme vous voyez dans cette image en haut à gauche. Le diagnostic, il est clinique de la varicelle. La durée d'incubation, elle va être de 14 jours. On va avoir un déprodrome à type de cathare oculonasal. L'éruption va être d'évolution descendante avec typiquement un début rétro-auriculaire. On a une coexistence de lésions d'âge différents dans la varicelle. La contagiosité, elle est présente jusqu'à ce que toutes les lésions soient coûteuses. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne pourra plus sortir, mais il ne faudra pas qu'il soit en contact avec des femmes enceintes non immunisées ou des sujets immunodéprimés. Les complications de la varicelle, ça va être la surinfection, notamment à cause du grattage, la pneumopathie chez les sujets adultes, l'encéphalite, l'ataxie et le syndrome de Rett en cas de prise d'aspirine chez un sujet contaminé par la varicelle. Donc c'est vraiment contre-indiqué, ça peut être mortel. Le traitement symptomatique de la varicelle, il va être essentiellement symptomatique. C'est une douche quotidienne, on coupe les ongles courts pour ne pas léser les plaies et on peut mettre des antihistaminiques à visée sédative le soir si le progrès est invalidant. Donc, on va ensuite passer à une deuxième infection du virus varicelle zona, c'est le varicelle zona, oui, c'est le zona. C'est une réaction virale qui est contagieuse parce qu'il y a une excrétion virale et on va avoir cette distribution métamérique comme on voit ici. Donc, l'atteinte, elle commence au niveau de la face médiane de la cuisse et puis on voit qu'elle suit le territoire métamérique jusqu'ici. C'est donc au niveau de la lésion dermatologique, c'est un placard érythémateux qui est secondairement recouvert de vésicules qui s'assèchent et qui cicatrisent. La douleur, elle est radiculaire, à type de neuropathie, intense et fréquente, de topographie radiculaire et typiquement unilatérale. On a des formes particulières de zona. Ça va être le zona ophtalmique au niveau du trijumeau, la branche 1 du trijumeau, le nerf ophtalmique, le 5-1. On a ensuite le zona de la zone de la région de Ramsay-Hunt. Il y a un risque d'allergie post-ostérienne, surtout si le sujet est âgé et si on a une atteinte faciale. Le traitement, il est identique à la varicelle. On fait un traitement général uniquement chez les immunodéprimés, en cas de zone ophtalmique ou chez le sujet de plus de 50 ans. La vaccination, elle est possible entre 75 et 74 ans pour réduire le risque de zona. Il faut bien savoir qu'elle est contre-indiquée chez les immunodéprimés. Et justement, je vous fais un petit récapitulatif des vaccins vivants atténués à bien connaître parce qu'il ne faut absolument pas les donner aux femmes enceintes pour un sujet immunodéprimé. On a des cibles virales et bactériennes. Les cibles virales, ça va être la dengue, la fièvre jaune, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, le rotavirus, le vaccin oral contre la poliomyélite, sachant que le vaccin qui est utilisé actuellement en France, c'est un vaccin injectable. Donc lui, il n'est pas atténué. Il est
il est inerte. La varicelle, le zona, la variole, et pour la cible bactérienne, ça va être essentiellement le BCG. Donc, vous avez un petit moyen mémotechnique, c'est boire pour rester roi ou finir balai. Le B, ça va être pour le BCG. Le P, c'est le vaccin oral contre la poliomyélite. Le R, rougeole. Le O, oreillon. Le F, la fièvre jaune. Et le V, pour la variole. Donc, ils y sont pas tous, mais ça peut déjà vous donner une bonne idée si vous les avez oubliés. Donc, ankylosing ophtalmique, c'est une atteinte du nerf 5-1. On a des complications oculaires qui sont fréquentes, avec une kératite, des uvéites antérieures, une paralysie oculomotrice, une atteinte de la rétine. L'examen par un ophtalmologue, il est obligatoire. Car on a une mise en jeu du pronostic fonctionnel de l'œil atteint. Les douleurs post-océaniennes, elles sont malheureusement fréquentes à distance. Le traitement, il est systématiquement par voie générale et il est toujours complété par un traitement local. Il faut absolument éviter les corticoïdes locaux devant une doute sur l'atteinte oculaire du zona. Ça pourrait vraiment aggraver les lésions. Ensuite, on va passer aux infections mycotiques avec les candidoses buccales. On a la glossite, c'est la première image en haut à gauche. La langue est érythémateuse et dépapillée, elle est lisse. La perlèche, c'est un intertrigo de la commissure labiale. Le fond du pli, il est érythémateux, fissuré et macéré. Si on a une extension des lésions au niveau de la lèvre, ça va plus s'appeler perlèche, mais kéylite. Le muguet, c'est un érythème de la face interne des joues, comme vous voyez en bas à droite, qui va être recouvert de cet enduit blanchâtre. Si on a une atteinte du pharynx, on va avoir une dysphagie. La stomatite, c'est une infection de la muqueuse buccale. On va avoir cette muqueuse qui est brillante, rouge vernissée et très très douloureuse. On va aussi parler des candidoses digestives extrabuccales avec la candidose œsophagienne qui est rare, qui se voit surtout sur terrain immunodéprimé comme le VIH, les hémopathies et les autres types de cancers. La candidose anorectale, c'est une anite érémato-sointante, érosive et prurigineuse. Il y a souvent un intertrigo interfécié associé, avec parfois de fines pustules inflammatoires périphériques. On va passer ensuite aux intertrigos candidosiques. On a à la fois une atteinte des petits plis ou des grands plis. L'intertrigo des petits plis, ça va être les mains, les pieds. On appelle ça l'intertrigo interorteil et c'est favorisé par l'humidité. On va avoir une fissure au fond du pli avec une fine desquamation en périphérie. L'intertrigo des grands plis, au niveau du pli génitocrural, ça va être surtout l'atteinte typique du nourrisson, comme vous le voyez sur la photo. Chez le sujet obèse, on va avoir une atteinte des plis mammaires, des plis abdominaux et du pli interfécié. Si on a une atteinte bilatérale et symétrique, c'est plutôt en faveur d'un candidat, d'autant plus s'il y a des petites pustules. Donc, pour différencier les intertrigos candidosiques des intertrigos à dermatophytes, je vous ai fait ce petit tableau. Pour les intertrigos candidosiques, le fond, il est fissuré avec un enduit blanchâtre, tandis que dans les intertrigos adermatophytes, le fond, il va être plutôt sec, sachant que c'est difficile des fois de diagnostiquer avec la clinique, mais il faut retenir les grandes lignes pour vos EDN. Pour l'intertrigo candidosique, il n'y a pas d'extension à distance du pli et l'atteinte est principalement unilatérale. Pour les intertrigos à dermatophytes, il y a une extension à distance du pli, l'atteinte est majoritairement bilatérale et elle touche préférentiellement le troisième et le quatrième espace interdigital. Pour les intertrigos candidosiques, les bords sont imités avec une fibrille desquamative ou pustuleuse, tandis que pour les intertrigos à dermatophytes, les bords sont polycycliques. Donc, le diagnostic et le traitement des infections candidosiques, si les lésions elles sont cutanéo-muqueuses, on ne fait pas forcément un prélèvement. On va le réaliser s'il y a des récidives, une atypie clinique ou une résistance au traitement bien conduit. Donc, toujours vérifier l'observance de vos patients. On va donc effectuer une analyse mycologique avec tout d'abord un examen direct qui va rechercher des levures bourgeonnantes et ou des filaments qui vont signer le candidat albicans. On effectue ensuite des cultures sur milieu de saboureau pour diagnostiquer l'espèce en cause. Donc, le traitement des infections candidosiques, ça va être des antifongiques locaux, typiquement des topiques imidazolés en première intention, 1 à 2 fois par jour pendant 2 à 4 semaines. C'est un traitement qui est long et qui doit être bien conduit pour être efficace. On peut aussi utiliser des antifongiques généraux. C'est le fluconazole en première intention. C'est un inhibiteur du cytochrome, donc il faut faire attention aux interactions médicamenteuses et il est contre-indiqué chez la femme enceinte. Concernant les infections à dermatophytes, les dermatophytes, c'est des champignons filamenteux, pardon. Il y a 3 genres, Microsporum, Trichophyton et Epidermophyton. Ils sont constamment pathogènes et ils ne touchent jamais les muqueuses. Au niveau de la contamination, c'est essentiellement une transmission interhumaine indirecte par contact avec des poils ou des squames contaminés, mais elle peut aussi être animale ou tellurique. Donc les teignes,
Il y a deux types de teigne à différencier schématiquement et à connaître pour les EDN. C'est les teignes tondantes microsporiques. Ça va être des plaques alopéciques, squameuses de grande taille avec une extension qui va être centrifuge. Les cheveux, ils sont cassés à quelques millimètres et les plaques sont souvent uniques. Pour les teines tondantes trichophytiques, ça va être de nombreuses petites plaques alopéciques éparses, squameuses, croûteuses et pustuleuses. Les cheveux sont cassés à leurs émergences. Et les teines trichophytiques, elles sont toutes anthropophiles. Les diagnostics différentiels des TEN, ça va être le psoriasis et la dermatite atopique, sachant que ces deux pathologies ne sont pas alopécientes. L'examen mycologique pour les TEN, il est obligatoire. On va prélever des squames ou des phaneres pour l'examen direct et la culture qui va préciser le genre et l'espèce. Le traitement, il est long, il dure 4 à 6 semaines. C'est systématiquement un traitement local par imidazolé plus systémique. Si la teigne est microsporique, ce sera de l'itraconazole 6 semaines. Et si elle est trichophytique ou si on utilise un traitement probabiliste, ce sera la terbinafine pendant 4 semaines. Ensuite, on va passer aux infections parasitaires. Une infection parasitaire de la peau, c'est une ectoparasitose. On va ici se concentrer sur la gale et les pédiculoses. Donc la gale, c'est une infection fréquente, cosmopolite, mondiale et humaine stricte. Elle est due à un acarien, le Sarcops sabei variant hominis. Elle est fortement contagieuse, un seul contact suffit. On la considère comme une infection sexuellement transmissible. Ici, sur la biopsie, vous voyez une biopsie cutanée avec des sarcoptes qu'on voit ici, qui sont présents et qui permettent de faire le diagnostic de gale, sachant que d'habitude, le diagnostic, il est clinique. Les facteurs de risque, ça va être les milieux défavorisés, les foyers de personnes âgées, notamment les EHPAD, l'immunosuppression et les collectivités médicalisées. La prévalence mondiale, elle est énorme, c'est 300 millions de personnes, donc c'est vraiment une pathologie à bien connaître. Et l'incidence est en augmentation avec de fréquentes épidémies. La physiopathologie de la gale, c'est une maladie qui est liée à l'acarien femelle. Le mâle, il va décéder très rapidement. La durée d'incubation, c'est de 3 semaines en moyenne, mais 3 jours si c'est une réinfestation. Le cycle parasitaire, il dure 20 jours. Et ça va être l'acarien femelle qui va se déplacer dans l'épiderme en creusant un tunnel dans la couche cornée et qui va pondre des œufs. Sa mobilité maximale, elle est de 20 à 55 degrés. Le cycle parasitaire de la gale, ça va être d'abord la ponte des œufs dans l'épiderme par la femelle qui va être en mouvement une fois fécondée. Elle décède 12 à 24 heures après. Il va y avoir une éclosion des arbres en 3 à 4 jours, une éclosion des œufs en 3 à 4 jours à l'origine des larves qui vont migrer vers l'épiderme pour devenir un sarcope adulte. La gale, le diagnostic, il est clinique, c'est un prurite à recrudescence nocturne de topographie évocatrice et une éruption cutanée avec des lésions spécifiques et aspécifiques. Le prurite, il est nocturne, diffus, tenace et intense. Donc, les manifestations d'une gale typique, on va avoir des signes cutanés aspécifiques, ça va être des lésions de grattage qui vont être de localisation évocatrice, comme vous voyez sur le petit schéma ici. Les espaces interdigitaux, la face antérieure des poignets, les manchures des coudes, les mamelons, les pieds abdominaux et l'ombilique, les organes génitaux externes, les fesses, les pieds inguinaux et la face interne des cuisses. Il y a des régions qui vont être épargnées, ça va être typiquement le dos, les zones palmoplantaires et le visage. Les signes cutanés spécifiques, ça va être les sillons scabieux avec environ 1 cm de long. Et d'un côté, il y aura une éminence acarienne, c'est l'élévation liée à la présence de la femelle. C'est ce qui donne le signe du deltaplane en dermoscopie, donc ce petit triangle que vous voyez au bout du sillon scabieux. Donc ça se voit surtout au niveau des espaces interdigitaux et des poignets, et ça évolue en croûte punctiforme. Toujours dans les signes cutanés spécifiques, on va avoir les vésicules perlées. C'est une élévation translucide sur base érythémateuse. C'est souvent à l'extrémité d'un sillon scabieux et c'est une réaction locale édémateuse due à la femelle. Souvent, la femelle n'est plus là, mais il reste cette réaction locale avec de l'édème. Toujours dans les signes cutanés spécifiques, on a les nodules scabieux. Donc ça, c'est au niveau des organes génitaux externes d'un homme, évidemment. Donc, c'est des papillonodules rouges violacés, plus ou moins escoriés. Ils peuvent être escoriés à cause du grattage. En histologie, on va retrouver des infiltrats cellulaires dermiques. Donc ça, c'est un petit tableau récapitulatif des manifestations d'une gale typique qu'on vous a concocté. Vous pouvez le lire tranquillement à la maison. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on a les gales non typiques. Typiquement, la gale du nourrisson, c'est des vésicules et des pustules palmoplantaires et des nodules scabieux périaxiaires. Vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes atteintes qu'on a décrites chez l'adulte. La topographie, elle est atypique. Ça va être au niveau des plantes, des pieds, du visage, le dos, les aisselles, l'ombilic, les fesses, les bras, la poitrine et la cuisse, mais ça épargne les doigts.
Ensuite, dans les gales non typiques, on a la gale hyperkératosique, qu'on appelle aussi gale norvégienne. C'est une atteinte diffuse avec les zones classiques, mais aussi le dos, le visage, les ongles et le cuir chevelu. On voit très bien cette hyperkératose chez cette patiente. L'érythrodermie, elle est possible, sachant que pour définir une érythrodermie, c'est un érythème de plus de 90% de la surface cutanée qui dure depuis plus de 6 semaines. Donc, ça veut dire que le sujet n'est pas traité. Le prurite, il est discret, voire absent, ce qui peut rendre le diagnostic difficile. La contagiosité, elle est extrême, avec une forte infestation. La charge de sarcope est très importante. Et ça touche surtout les sujets immunodéprimés et les personnes âgées sous immunosuppresseurs. Les corticoïdes ne sont pas à négliger. La gale diffuse, c'est une atteinte diffuse, mais il n'y a pas d'hyperkératose. Ça se voit en cas de diagnostic tardif et c'est aussi favorisé par une immunodépression. La gale, le traitement à bien connaître. Le lavage, c'est 60 degrés minimum pour tout le linge de maison, où on affame le linge dans un sac étanche pendant 72 heures. On désinfecte l'environnement uniquement en cas de gale profuse ou hyperkératosique. On coupe les ongles pour éviter les lésions de grattage. On met le sujet en précaution contact s'il est hospitalisé, si vous ne voulez pas contaminer tout le service. La gale, elle peut être reconnue comme une maladie professionnelle. Et d'ailleurs, on va traiter le sujet et les sujets contacts. On va effectuer une éviction de la collectivité jusqu'à J3 du traitement, ou en cas de gale profuse ou hyperkératosique, jusqu'à négativation de l'examen parasitologique. On traite le sujet infecté et les sujets contacts. Donc, l'indication pour la gale typique, ça va être traitement local ou général, tandis que pour la gale profuse ou hyperkératosique, on va mettre les deux. Le traitement local, c'est essentiellement le benzoate de benzine à 10% qu'il faudra répéter avec une deuxième dose entre J7 et J14 car les crèmes ne fonctionnent pas bien sur les œufs et les larves. Le traitement général, c'est l'ivermectine. Les résistances sont exceptionnelles, ça marche à tous les coups. Les complications de la gale, c'est la parasitophobie. On a une persistance du prurite à distance du traitement. On peut avoir une exématisation, un échec du traitement. Ça, il faut vérifier que le traitement est bien conduit, notamment en cas de traitement topique. L'impétigénisation, tout impétigo de l'adulte doit faire rechercher une ectoparasitose et en particulier une gale. On peut observer des nodules post-cabieux, c'est des papillonodules rouges cuivrés qui persistent après le traitement. C'est prurigineux, c'est d'origine immunologique, donc il ne faut pas retraiter, il n'y a pas de sarcopte. On va ensuite passer aux pédiculoses. Ce sont des maladies humaines strictes qui sont ubiquitaires et cosmopolites. Elles sont très contagieuses. La contamination est essentiellement interhumaine directe, mais elle peut être indirecte, notamment pour la pédiculose corporelle. Les poux, c'est l'agent responsable. Ce sont des insectes hématophages, c'est des parasites stricts de l'homme, donc il ne peut pas y en avoir sur votre chat ou votre chien. Ils pondent des œufs, des langues qui éclosent en 3 à 20 jours. On a 3 types, pédiculis capitis, corporis, inguinalis ou pubis, qu'on appelle aussi morpion. Donc, le diagnostic de pédiculose, il est clinique. Le sujet, il se gratte, il y a un prurite et on découvre des poux qui sont visibles à l'œil nu, comme sur ce petit coton-tige. Le prurite, c'est vraiment le maître symptôme. Il est diurne et nocturne, il est intense et la localisation, elle est variable sur le type d'atteinte. Le prurite du cuir, la pédiculose du cuir chevelu, le prurite, il va être au regard du cuir chevelu avec une prédominance rétro-auriculaire et occipitale. On voit possiblement une extension à la nuque avec une impétigénisation, donc il faut toujours évoquer une gale en cas d'impétigo de la nuque. Les poux, ils sont très mobiles en regard du cuir chevelu et on va rechercher vraiment les lentes en rétro-auriculaire. Pour la pédiculose corporelle, le prurite il est au niveau du tronc et de la racine des membres. On peut observer des excoriations parce que le sujet il va se gratter et une éruption maculopapuleuse. On peut observer une leucomélanodermie s'il y a une infestation chronique. Les poux sont très mobiles sur le corps ou les vêtements de la literie, mais on peut observer des lentes sur les vêtements, notamment au niveau des coutures. Donc, si c'est un sujet précaire, vous pouvez observer ces vêtements. La pédiculose du pubis, on va avoir une prurite du pubis, mais aussi des zones pileuses comme les cils, la barbe, les sourcils, la région périanale et la région axillaire. On va avoir des excoriations, une éruption maculopapuleuse et il faut toujours rechercher des signes d'IST, un écoulement rétral, un chancre, parce que du coup, la pédiculose du pubis est aussi considérée comme une infection sexuellement transmissible. Les poux, ça va être des taches gris qui font un peu sales à la base des poils, qui sont peu mobiles, on les voit ici, ils sont accrochés aux poils. Et les lentes, ça va être des petites masses arrondies grisâtres collées aux poils, on les voit à peine. En thermoscope, on les voit mieux. En thermoscopie, on les voit mieux. Au niveau des complications de la pédiculose, ça va être essentiellement la surinfection, avec qu'on appelle aussi impétigénisation. Donc, un appétit glandular doit toujours faire rechercher une ectoparasitose, on ne les répétera jamais assez.
On peut aussi avoir un échec du traitement. Il faut tout d'abord rechercher une mauvaise observance, une réinfestation, parce que par exemple les sujets contacts ne sont pas traités, ou une résistance des poux au traitement, qui est de plus en plus fréquente. On a des maladies spécifiques du pouls de corps, ça va être la fièvre des tranchées. L'agent responsable, c'est Bartonella quintana, qui va être responsable de septicémie, d'endocardite, notamment chez les sujets précaires. On peut avoir une fièvre récurrente cosmopolite, c'est la Borrelia recurrentis, et le typhus épidémique ou exanthématique, c'est la rickettieuse. Le traitement de la pédiculose, ça va être un lavage soigneux à l'eau et au savon, un lavage des vêtements à 50-60 degrés ou mis sous un sac plastique pendant 3 à 7 jours, ça tue les poux. L'éviction scolaire, elle est non systématique et ça sert à rien de désinfecter les locaux. La pédiculose inguinale, il faut effectuer un rasage soigneux de la zone inguinale. On retire les poux à la pince au niveau des cils, mais aussi au niveau du pubis. On peut observer des cas de blépharite. Au niveau du traitement médical, ça va être local uniquement. Les traitements généraux, ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. On va utiliser la diméthicone ou l'oxyphtirine. Voici un tableau récapitulatif des ectoparasitoses au programme des EDN. Je vous laisserai le lire tranquillement à la maison. Ensuite, on va passer au quiz et à l'Écosse. Je vous laisse vous connecter sur le WooClap. Donc, vous pouvez soit scanner le QR code, soit taper directement le code sur l'application. Je vous laisse un petit instant. Donc, du coup, là, vous n'êtes pas obligé de retourner sur le Cloud Presenter. Vous pouvez rester sur votre WooClap. J'ai mis toutes les diapos dessus. Donc, on va commencer. À propos de la gale, quelles sont les propositions exactes? Donc, il s'agit d'une pédiculose. Elle est causée par un pouls. Elle peut entraîner une endocardite par transmission de Bartonella quintana. En cas de réalisation d'une biopsie d'un node discabieux, on retrouvera l'agent. Il s'agit d'une pathologie interhumaine stricte. Je vous masque un petit peu les réponses. Donc, je vous affiche les résultats. La gale, ce n'est pas une pédiculose, c'est une parasitose, une ectoparasitose qui est différente de la pédiculose. Parce que la pédiculose, l'agent infectieux, c'est l'agent responsable, c'est un pouls. Elle peut entraîner une endocardite par transmission de Bartonella quintana, c'est faux, ça va être la pédiculose corporelle qui peut entraîner ça. Il s'agit d'une pathologie intermède stricte, c'est vrai. Et en cas de réalisation d'une biopsie d'un nodule post-cabieux, c'était un petit piège. En fait, je vous ai montré la biopsie, c'était des lésions actives. On a dit que le nodule post-cabieux, c'était immunoallergique. Du coup, il n'y aura pas de sarcope. C'est pour ça qu'on ne retraite pas le sujet. On passe à la deuxième question. Vous recevez en consultation de médecine générale un patient de 13 ans, un jeune adolescent, pour une lésion au niveau de l'abdomen. Il n'a pas d'antécédents, il ne prend pas le traitement et une allergie à l'amoxicilline. Il présente cette lésion au niveau de l'abdomen depuis 3 jours et ça l'inquiète. Il n'a pas de fièvre, ses constances sont normales, le reste de l'examen est sans particularité. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale? Donc, je vous dévoile la réponse. C'était un impétigo, plus précisément un impétigo bulleux. En fait, c'est vraiment un diagnostic coup d'œil. Il faut que vous regardiez vraiment beaucoup d'images pour pouvoir l'avoir. Donc, j'espère que vous en souviendrez pour la prochaine fois.
On passe à la question 3. Que comprend votre prise en charge de cet impétigo bulleux? Donc, des applications d'antiseptiques sur les plaies après lavage à l'eau et au savon, une antibiothérapie par augmentin ou par pristinamycine, des soins locaux ou un traitement local par mupirocine. Il y a plusieurs réponses qui peuvent être correctes. Donc, c'est très bien, vous avez plutôt bien répondu et vous inquiétez pas, si vous l'avez pas eu pour cette fois, vous le retiendrez bien. Donc, les soins locaux, ça va être quotidien à l'eau et au savon. On a dit tout à l'heure qu'on n'appliquait pas d'antiseptiques locaux. Et le traitement, ça va être une antibiothérapie locale par mupirocine. On ne met pas d'antibiothérapie générale, surtout dans des cas où c'est vraiment localisé comme ici. Donc, on va passer à une question. Autre thème, quels sont les facteurs de risque de survenue d'une dermohypodermite bactérienne non nécrosante? Donc, vous avez un IMCA34, un antécédent d'hypodermie bactérienne non nécrosante, un antécédent de diabète non contrôlé ou contrôlé, un âge supérieur à 60 ans. Donc, les réponses correctes, c'était un IMC supérieur à 30, un antécédent des résipelles. Et en fait, là, il y a une petite chose difficile. En fait, il y a les facteurs de risque de survenue d'une facite nécrosante et d'un érysipèle, c'est pas les mêmes. Donc, il faudra bien regarder dans votre livre pour pouvoir les resituer. Donc, vous recevez aux urgences un homme de 48 ans ayant pour principaux antécédents un diabète de type 2 et une obésité modérée. Il présente une allergie aux pénicillines. Il est responsable régional d'une compagnie d'assurance. Il se présente au séjour pour un tableau de jambes rouges. Ses constantes sont les suivantes: 130-78, une saturation à 99%, une fréquence cardiaque à 178 battements par minute, une température à 39 degrés, une glycémie à 13 mmol par litre. Quel signe de gravité recherchez-vous? On vous laisse lire tranquillement. Donc, bah, bravo, vous avez vraiment bien répondu. Alors, la fièvre, c'est malheureusement pas un critère de gravité. Pour les résipelles, en tout cas. Il faut rechercher des signes de crépitation, une hypoesthésie locale avec le test du pitouche, une indération en dehors de l'érythème, parce que ça veut dire que la peau, elle peut être cartonnée, donc c'est un signe de fascie nécrosante, et une extension rapide des signes locaux, qui orientent plutôt vers une fascie nécrosante qu'un érysipèle. Alors,
On va ensuite passer à l'Écosse. La situation clinique de départ, c'est vous êtes externe aux urgences du CHU de Lyon. Monsieur X, 56 ans, se présente au service d'accueil des urgences pour une douleur au niveau de son membre inférieur droit. Que va comprendre votre interrogatoire global? Donc là, vous pouvez prendre un petit bout de papier, noter toutes les idées ou alors les garder dans votre tête. Le mieux, c'est de les noter. Et puis, on va voir. Bon, bah, je vois que vous avez vraiment plein d'idées. Donc, c'est bien, vous balayez tous les éléments de l'interrogatoire, recherche de fièvre, d'antécédents, ses médicaments, les facteurs de risque, s'il y a une rougeur, très bien. L'intensité, la douleur. Quand a débuté la douleur, c'est ça. S'il y a une thrombose, s'il a déjà fait un érysipèle, très bien. Les signes associés, très très bien. Alors, là, je vous propose un petit tableau récapitulatif. Donc, déjà, il ne faut pas oublier, quand vous êtes dans un Écosse, de vous présenter. Donc, vous dites bonjour, je suis médecin qui va vous examiner aujourd'hui, ou bonjour, je suis l'étudiant en médecine. Il faut bien reprendre, même si c'est un dossier de dermato, il va falloir reprendre les antécédents du patient. Les antécédents médicaux, chirurgicaux et les antécédents familiaux. S'il a un traitement, les molécules, les posologies, s'il est vacciné, notamment contre le tétanos, s'il a des allergies médicamenteuses, alimentaires, ça va dépendre pour le traitement, si on peut tout lui mettre ou si on a des restrictions. Son mode de vie, donc ça c'est classique, il faut toujours le demander, l'alcool, tabac, bien important, son activité professionnelle et où il vit. L'histoire de la maladie, donc depuis quand c'est apparu, donc ça vous l'avez bien dit, l'évolution, depuis si ça évolue rapidement, lentement, les traitements que le patient a déjà utilisés, ça c'est important, surtout en dermato. En général, quand vous voyez le patient, il a essayé d'appliquer tout un tas de crèmes, tout un tas d'onguents, et puis après il vient vous voir et puis vous dit, docteur, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je fais? Donc on regarde aussi les signes fonctionnels associés. Vous l'aviez dit également, par exemple, une douleur qui résiste aux antalgiques. Et puis ça fait, il y a il y a des cotations qui sont plus ou moins différentes en fonction de si vous avez bien répondu. Donc, on passe à la question 2. Donc, le patient, on vous dit qu'il a pour antécédent un diabète mal équilibré, une hypertension artérielle traitée par irbesartan plus hydrochlorothiazide. Il est allergique à l'amoxicilline, il est tabagique, sa consommation est estimée à 60 packs à l'année et il consomme 3 verres de rhum tous les jours. Il a pris il y a 4 jours de l'aspirine pour traiter une céphalée persistante. Que va comprendre votre examen clinique? Donc, vous pouvez écrire plusieurs fois hein, les mots, bien sûr. Donc, c'est très bien. Vous avez encore une fois plein d'idées. Donc, on a besoin des constantes, effectivement. On va rechercher s'il y a de la nécrose, c'est très bien. On va ausculter le patient. Ça, c'est classique, mais il faut toujours le faire. On va rechercher s'il y a une adénopathie. Vous avez dit, très bien. Les signes d'hypoperfusion, s'il y a de la rougeur, on va marquer les lésions. Ça, c'est vraiment très bien aussi. Bon, bah, vous avez globalement bien compris. C'est super.
Donc, je vous propose cette petite grille de correction. Donc, on va prendre les constantes, la taille, le poids, notamment si on a besoin de passer des antibiotiques IV, on aura besoin du poids du patient, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, la fréquence respiratoire, pour voir un petit peu comment il tolère. S'il y a de la fièvre, c'est important aussi. On va examiner le revêtement cutané dans sa globalité. On va essayer de rechercher une porte d'entrée. Un examen des aires ganglionnaires. On va rechercher une adénopathie dans la zone de drainage de la lésion. Donc là, on vous dit que le patient, la couleur, c'est un aspect rouge. La localisation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le membre inférieur droit. La taille et l'aspect, il va falloir délimiter les contours au feu de cet érythème. Et la palpation, on va rechercher une crépitation, on va évaluer la chaleur locale, on va rechercher une hypo et une anesthésie, comme vous l'avez si bien dit, et on va différencier un purpura d'un érythème par le test de la vitropression. Donc avant, on faisait ça avec un petit morceau de verre, avec une vitre. Si vous appuyez et que l'érythème ne disparaît pas, c'est que c'est un purpura. S'il disparaît, c'est juste un érythème. Donc, on passe à la question 3. On vous dit que le patient, il a une tension artérielle à 50-90, mais il vous dit qu'il a oublié son traitement antihypertensif ce matin. Sa température elle est à 39,5. Vous effectuez un examen complet du revêtement cutané qui retrouve un intertrigo interorteil bilatéral. L'examen des arcs ganglionnaires retrouve une adénopathie inguinale douloureuse à droite. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale? Donc là, on prend bien le temps, on répond pas tout de suite à la va-vite, on fait vraiment comme si on vous demandait dans une vraie station d'Écosse. C'est pas juste le diagnostic, il y a souvent des petites choses à préciser à côté. Donc n'hésitez pas à prendre le temps et à reformuler votre réponse si vous avez répondu trop vite. Je vous affiche pas tout de suite les réponses pour vous laisser le temps de réfléchir. Je vais pas être influencé par ce que les autres ont dit. Restez sur votre idée de base. Donc, on va regarder ce que vous avez mis. Donc, un érysipèle, nécrosant, le streptocoque du groupe A, avec la porte d'entrée, c'est bien. Vous avez décrit des intertrigos, il faut en parler. Bactérienne, oui. Donc, comme correction, je vous propose de dire que vous avez un diagnostic d'érysipèle du membre inférieur droit, c'est important de préciser où il est. Ça pourrait être du membre supérieur, c'est important de préciser les côtés. On pourrait vous demander et vous enlever des points dans la station d'Écosse, malheureusement. Vous pouvez aussi dire d'ammohypodermie bactérienne non nécrosante du membre inférieur droit. La porte d'entrée, il faut aussi la préciser parce qu'elle sera, euh, c'est important, c'est l'intertrigo interorteil. Donc, je vous conseille de dire tout ça si jamais on vous demande le diagnostic du patient, si vous avez ça dans une station d'Écosse. On va ensuite passer à la question 4. En quoi consistera votre prise en charge thérapeutique? Donc là, pareil, vous ne vous précipitez pas, vous prenez le temps d'évaluer le patient et de le prendre en charge dans sa globalité.
Je vous laisse encore un petit peu de temps. Donc, on va regarder ensemble ce que vous avez mis. De la clindamycine, très bien. L'amoxicilline, ok, on va en parler tout à l'heure. Traitement de l'intertricose, c'est bien. Il faut traiter la porte d'entrée. Contention, mhm. Si ça peut être utile, si le patient a une insuffisance veineuse. Prestamycine 7 jours, très bien aussi. Clinda ou prestamycine, oui. Les soins locaux, très bien. Surélévation du membre, oui. Pour éviter la formation d'un édème. Marquage de lésion au feutre, oui. Des consignes de surveillance, très bien. Surveillance du membre, oui. En ambulatoire, oui. Ça peut être traité en ambulatoire, parfait. Donc, je vous propose ce tableau de correction. Donc, traitement, on va d'abord traiter les résipelles. Donc, le patient, j'espère que vous n'avez pas oublié, il est allergique à l'amoxicilline. N'hésitez pas à vraiment le noter en gras dans votre dossier ou sur votre feuille de brouillon pour la station d'Écosse parce que c'est vraiment important. Si on vous dit qu'il est allergique à quelque chose, c'est quasiment sûr. 99% des cas, vous allez avoir la question, qu'est-ce qu'on lui met comme traitement? Donc, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait bien retenir la deuxième ligne de traitement pour les résipelles parce que c'est vraiment quelque chose qui peut tomber. Donc, clindamycine ou pristinamycine, Perros pendant 7 jours. Je pense que c'est important de préciser Perros parce que ça, c'est un patient effectivement qui relève de l'ambulatoire et du coup, on va pas lui mettre une antibiothérapie IV. Il va pouvoir rentrer à la maison. Et 7 jours, c'est important. C'est une durée à connaître aussi. Je pense qu'on vous demande le présentiel du patient. Il faut vraiment dire tout ça pour les résipèdes. Donc, clindamycine ou pristinamycine, Perros pendant 7 jours. Le traitement de la porte d'entrée, évidemment, sinon il va en refaire un. On a vu que la récidive, c'était 20 à 30%. Donc il faut absolument traiter. Lui, il a un intertrigo bilatéral. Donc il va falloir traiter pas seulement le pied qui atteint, mais les deux pieds. On va utiliser des topiques imidazolées 1 à 2 fois par jour pendant 2 à 4 semaines. Donc bravo pour vos réponses, c'était vraiment super. Donc voilà, c'est terminé pour l'Écosse. Donc le live est bientôt terminé. Maintenant, on va vous demander de répondre quel thème vous aimeriez bien, spécialité, item, vous aimeriez bien avoir pour un prochain lab. Vous pouvez répondre en nuage de mots comme tout à l'heure. Et puis moi, je prends des petites notes. N'oubliez pas la dermato, hein, il reste encore des items. Si vous voulez un peu plus connaître la dermato, c'est vraiment une belle spécialité. Alors, pour les tumeurs cutanées, on a déjà fait un live qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Hippocampus. On l'a fait avec Alexandre. Donc, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube d'Hippocampus. Les dermatoses bulleuses, oui, c'est un sujet super intéressant. Et puis, c'est pas toujours facile. Eh ben, très bien. Les hypersensibilités, oui. Dermato-allergo, très bien. On vous laisse tranquillement revenir sur le Cloud Presenter. Donc, quittez votre petit téléphone ou votre petit ordi. Et puis, pour faire la conclusion du live. Hop. Donc, oui. Pour conclure, au niveau de ce chapitre des infections cutanées, ça va être un diagnostic qui est souvent clinique. C'est des pathologies qui sont fréquentes en médecine courante, à la fois chez le médecin généraliste, en dermatologie, aux urgences. Donc, c'est vraiment à bien connaître et il faut vraiment vous mettre les images dans l'œil. Donc, n'hésitez pas à regarder beaucoup de photos, à la fois sur le site d'Hippocampus, dans le collège, sur le site de la dermatologie aux EDN avec les petites photos. C'est vraiment important.